Vous êtes en direct. Hey. Bonjour tout le monde. Attends, pour le moment on est deux. Bah si, mais il faut le dire. Ah oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et vous allez comment les amis? Ça y est, Ça commence à arriver. Tranquille. Bienvenue. Bonjour tout le monde, on vous laisse tranquillement arriver. Salut. C'est un peu toute la problématique. Vous n'imaginez pas les 5 minutes qu'on vient de passer. Juste, on était en train de se demander en fait comment on allait pouvoir faire puisqu'on est tous les deux en live. Donc il y a une partie des personnes qui sont en live sur mon compte, que je salue. Et une partie, du coup, Damien a son téléphone à côté qui le suivent également en live. Voilà, donc on a deux audiences divisées. Parallèles. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà si vous nous entendez bien ou pas? Je pense qu'en termes de cadrage, on pourra pas faire beaucoup mieux. On va être obligé pendant 1 heure de rester très collés quand même. Est-ce que vous nous entendez? Si vous pouvez nous faire des petits pouces ou un petit truc... Salut Jonathan, salut Caroline, Alexandra. Oui. Hugo. Je laisse tout le monde arriver. Et Hugo Labuche. Au top le son, il y a Hugo Labuche, il y a plein de gens. Bon, on espère déjà que vous allez bien. Ouais. On est très contents d'être avec vous. Nous, c'est notre premier live tous les deux. C'est vrai. En ce dimanche matin, vous avez voté pour 11h, donc nous voici. Et donc pour les personnes peut-être qui n'avaient pas vu les stories précédentes, qui savent pas exactement pourquoi nous sommes en live, en fait, il y a quelques temps, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes dans notre entourage qui ne se plaisaient pas forcément dans leur travail, qui n'étaient pas forcément heureuses, et que c'était presque maintenant devenu une habitude. Et je pense que dans notre société, c'est quand même devenu presque une habitude de se dire que c'était pas grave de pas être heureux dans son travail. Sauf que, quand on en parlait avec Damien, on y passe quand même 8 heures de sa journée au travail et on passe 8 autres heures à dormir. Et du coup, il vous reste en plus pas beaucoup de temps dans les 8 autres heures restantes entre les enfants, entre manger, entre les transports en commun, voilà. Donc finalement, il y a quand même pas beaucoup de temps dans une journée pour penser à soi. Donc si en plus, pendant les 8 heures que vous êtes au travail, vous n'êtes pas épanoui et vous n'en retirez rien de spécial, en tout cas rien de positif, bah à la longue, il vous reste pas grand-chose en fait pour vous. Donc on trouvait ça quand même peut-être pas mal important de discuter. En fait, l'idée là, c'est vraiment d'en discuter. Enfin, moi déjà, c'est pas mon travail d'être coach en développement personnel. C'est le travail de Damien, il le fait très bien. Donc moi, je peux que vous parler de mon expérience perso. Mais c'était cool aussi de le faire en binôme avec Damien pour qu'il puisse qu'on puisse en discuter, que je puisse donner des tips. En fait, c'est surtout ça. C'est que je pense qu'on avait vraiment envie de partager avant tout notre expérience professionnelle. Avant de parler de coaching, avant de parler d'accompagnement et de résolution de problématiques, on avait envie surtout de parler de notre parcours parce qu'on s'est retrouvé confronté à ce genre de réflexion, à ce genre de moment où on n'est pas en super kiff par rapport à notre boulot parce qu'il nous apporte pas tellement ce qu'on attend. On se pose des questions. On se pose beaucoup de questions et on a réussi à trouver des parades, des choses à faire pour se sentir bien et mieux dans ce domaine-là qui est quand même vraiment très important parce que, comme l'a dit Anaïs, il prend beaucoup de temps dans notre vie. Et du coup, voilà, en fait, cet échange-là, ça va être quelque chose on l'espère, très interactif. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions, même dès maintenant, si vous avez des petites choses qui vous arrivent en tête. Et l'idée, c'est que nous, on vous donne notre point de vue d'humain, n'est-ce pas? Voilà. D'indépendance, on est tous les deux entrepreneurs, donc ça pourra peut-être en aiguiller certains. Et puis j'essaierai moi de m'appuyer sur deux trois appuis justement théoriques, 2-3 outils pour vous permettre peut-être d'aller chercher au-delà de simplement cette écoute active. Donc n'hésitez pas pendant le live à poser des questions. Là, je vois déjà qu'il y en a certains qui commencent à en poser. Coach personnel, du coup, Damien, je vous orienterai assez facilement vers son profil pour vraiment plus découvrir ce que c'est que ce métier. Mais en gros, c'est comment améliorer votre vie dans tous ces domaines, que ce soit professionnel notamment. Là, ça peut être un peu le cas, et personnel, parce que professionnel et personnel sont quand même déjà intimement liés. Donc l'idée, c'était de réfléchir avec vous. Le but, c'est pas qu'on fasse tous les deux un monologue. Donc il y avait déjà pas mal de monde qui m'avait envoyé des questions. Donc on va essayer d'aborder plusieurs thèmes là pendant 1 heure. Ça va passer super vite. Le thème est hyper vaste, donc on pourra pas évidemment je pense tout parcourir, mais voilà, l'idée c'est un petit peu de donner des petites pistes de réflexion et puis même vous de partager des choses. On essaiera de lire un peu en commentaire quand l'autre parle s'il y a des commentaires qui arrivent. C'est vrai que commence à en lire déjà. Voilà. On est obligé de s'approcher comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait un peu psycho, mais voilà, c'est parce qu'on lit vos commentaires. Mais
C'est vrai que, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec Damien, le matin, quand l'un ou l'autre quitte la maison pour aller travailler, on se dit toujours, mais ça depuis 7 ans, depuis 7 ans qu'on est ensemble, on se dit systématiquement le matin, amuse-toi bien. Et en fait, c'est vraiment, pour nous, c'est ça, en fait, la conception de la vie et du travail, c'est qu'on n'a pas l'impression d'aller travailler. Notre travail, on a la chance d'avoir trouvé des métiers passion. Et donc, effectivement, nous, depuis qu'on travaille, on n'a pas vous voyez, cette impression de, ok, je sors un peu de la vie intime et du côté plaisir et personnel. Et du coup, je vais un peu au travail, ça va être relou, ça va pas être épanouissant, mais c'est comme ça, c'est le travail. Et en fait, je sais pas si c'est dû aux générations passées, à l'éducation qu'on a pu avoir ou quoi, mais on se dit souvent que le travail, on se dit souvent qu'on vit pour travailler. Non, c'est quoi que je te dis à chaque fois? C'est d'éviter de vivre pour travailler, mais de travailler pour vivre. Voilà, c'est ça. D'essayer de travailler pour vivre. Vous voyez, on part sur un truc hyper profond. Ouais. Vous avez 4 ans. Non, mais voilà, enfin, c'est vrai que c'est un kiff incroyable en fait de travailler et de ne pas s'en rendre compte et que ce soit dans la lignée un peu de ce que vous êtes. Et moi qui suis donc, je sais pas si certaines personnes ne le savent pas, moi je suis animatrice sur TF1 et donc Damien est coach en développement personnel. Mais ça n'a pas été nos premiers métiers. Et du coup, c'est peut-être un peu vous expliquer comment on en est arrivé là, mais moi je peux vous parler de mon cas, toi tu peux parler après du tien, mais on va faire en grande ligne parce qu'après le but c'est de partir sur des considérations un peu plus générales, mais en gros moi avant de travailler devant la caméra j'étais derrière, donc là en gros ça doit faire je dois être animatrice depuis 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé sur W9 avant d'arriver chez TF1 et donc avant j'étais derrière la caméra. Donc je faisais du casting, plein de choses pour plein de programmes différents, The Voice, Masterchef, Baby Boom, Prodige, plein de choses différentes. Et j'adorais déjà mon métier. Je m'amusais énormément, je rencontrais énormément de personnes. J'ai travaillé sur The Voice notamment 4 ans. Et The Voice, ça prend énormément de temps. Et du coup, au bout d'un moment, au bout de 4 ans, je commençais un peu à m'essouffler. C'était un peu toujours les mêmes missions. Je pense que ça, je sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la monotonie du travail, moi, ça peut me coûter un peu. Je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus. Je voyais pas non plus ce que le métier pouvait m'apporter de plus. En tout cas, ce métier-là sur The Voice, parce que j'avais gravi les échelons, mais que du coup, là, je plafonnais un peu. Et je me suis dit, ok, j'ai à l'époque, je sais pas, je dois avoir 26 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas particulièrement de contraintes là, donc ça me permet de pouvoir penser qu'à moi. Est-ce que du coup, ça serait pas un peu là le moment pour prendre un risque, arrêter de travailler sur The Voice, qui me faisait quasiment 1 an de travail assuré en tant qu'intermittente à l'époque. Est-ce que ça serait pas un peu le coup de boost, le petit coup de pied aux fesses, un signal un peu que m'envoie ma tête pour me dire ok, c'est maintenant, on change. Mais c'est pas évident, je suis d'accord avec vous. On se pose 1 milliard de questions, on se dit ok, mais si je quitte ce travail-là, qu'est-ce que je vais retrouver? On sait toujours ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve. Est-ce que je vais retrouver le même niveau de vie? Ça, je sais qu'il y en a plusieurs qui étaient inquiets de ça aussi, de quitter un travail qui vous assure un confort financier. Mais pourquoi si on l'arrête? Est-ce que je vais retrouver? Est-ce que je vais être heureuse? Enfin, on se pose plein de questions. Après, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez intuitif. Donc, je me suis dit, si je commence là à me poser ces questions-là, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui me rend moins heureuse. Et j'ai pas envie de ça. Et j'ai pas encore de responsabilité en plus parentale. Donc, faut y aller. Et en fait, pendant que je me faisais ces réflexions-là, comme par hasard, vous allez me dire, W9, du coup, m'appelle et me demande si j'ai déjà pensé à être animatrice. Et en fait, je me suis dit, ok, ça, si c'est pas un signe de la vie, je sais pas ce que c'est. Et mine de rien, je pense que si toute cette réflexion-là, je l'avais pas eue, j'aurais peut-être pas eu cette proposition de W9. Damien vous en parlera bien, mais ce qu'on appelle un peu la loi d'attraction aussi, je pense. Et puis juste débloquer des petits mécanismes dans son cerveau. Et bizarrement, vous êtes beaucoup plus réceptif à l'extérieur et à des propositions différentes. Et en fait, je me suis dit, ok, go, on y va. Et c'est comme ça, en fait, que ma nouvelle, entre guillemets, vie a commencé en tant qu'animatrice. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une question vachement faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Je sais pas comment toi tu peux l'expliquer, mais comment tu expliquerais toi aux gens quel est le move à faire, comment on se rend compte qu'on n'est pas heureux et vous le savez tous en fait, je pense que vous le sentez tous. Vous êtes tous capables aujourd'hui de nous dire si vous vous sentez heureux ou pas heureux au boulot. En fait, pour être très sincère, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Est-ce que le travail m'apporte ce dont j'ai besoin au quotidien pour me sentir épanoui?
selon moi, la question qui est vraiment à se poser, c'est que représente le travail pour moi aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Parce que soit c'est un travail passion, auquel cas, on est capable de faire beaucoup de concessions dans ce travail. Si ce travail que je fais tous les jours me passionne, je vais être capable de ne pas être payé beaucoup, par exemple. Je vais être capable de faire des horaires assez denses parce que j'aime ce que je fais, etc. Et ça, c'est pour moi la première vision de son propre boulot. Alors si en plus on peut bien gagner sa vie et gérer son emploi du temps comme on veut, on est d'accord qu'on est sur un truc maxi best-of, hein, trop bien. Pour moi, il y a un deuxième axe qui est très important aussi et qui n'est absolument pas, selon moi, à mettre de côté, c'est l'axe levier. C'est-à-dire, parfois, le travail peut être un levier pour faire autre chose. Parfois, on peut rester quelques semaines, quelques mois, quelques années dans un boulot qui ne nous convient pas forcément parce qu'on va potentiellement mettre un peu d'argent de côté pour atteindre un objectif qui est camouflé derrière. Auquel cas, on fait ce travail-là en tout état de conscience et même s'il ne nous plaît pas à 300%, il nous permet de faire quelque chose ou de mettre de côté potentiellement quelque chose qui va nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes à l'avenir. Ça remplit une autre case, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est très important de savoir déjà où vous vous situez dans ces deux catégories, entre guillemets. Peut-être qu'il y a presque une sorte d'entre-deux même qui existe. Mais parce que ça vous permettra de faire les bons mouvements, en fait. Si vous n'êtes pas passionné par votre travail, c'est difficile d'être passionné par son travail. Mais si vous n'êtes pas accroché par votre travail, et qu'en plus de ça, il ne vous permet pas de mettre des choses de côté, d'emmagasiner du savoir, d'emmagasiner de l'apprentissage, de l'expérience, etc., pour atteindre un autre objectif un peu plus loin, clairement, vous n'êtes pas sur le bon mode de fonctionnement. Pourquoi? Pas pour nous, pas à notre regard à nous, pas au regard des gens qui vous regardent, qui vous suivent, et de votre famille, de vos amis, mais dans la dynamique simple et concrète qui dit que on passe un tiers de notre journée au travail. Parfois plus. Non mais, on vit 80 piges, les amis. Un tiers de 80, je suis pas très bon en maths, mais on n'est pas loin de 25 piges. D'accord? Entre 25 et 30 ans. On passe 25 ou 30 années de notre vie au travail. Donc on va peut-être essayer de faire en sorte dès maintenant que ce soit plutôt cool. Parce que sinon, on va quand même perdre pas mal de temps. Ça, c'est mon point, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que là, comme ça, vous allez nous dire, ouais, bah, c'est des belles paroles, mais concrètement, comment on fait? Mais en fait, c'est pas réservé qu'aux autres, en fait. Je pense qu'on a vous avez tous dans votre entourage des gens qui ont l'air hyper épanouis au travail et puis qui sont heureux et tout. Mais c'est pas réservé qu'aux autres. Peut-être que ces personnes-là, avant, faisaient un travail purement alimentaire qui les épanouissait pas et elles ont fait ce move-là, ce petit saut dans le vide pour améliorer à ce moment-là, le plan professionnel, c'est pas réservé qu'aux autres. Faut vraiment aussi être conscient qu'on est chacun responsable de sa destinée et qu'à un moment donné, parfois c'est des petits tips de courage comme ça, des petites montées de courage qui font que ça va débloquer carrément une autre vie. Et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se diraient là, ah mais enfin si on m'avait dit il y a 10 ans que je ferais ce que je fais aujourd'hui, j'y aurais jamais cru. Mais il y a eu un élément déclencheur, il y a eu un moment où je me suis dit OK, je reprends un peu ma vie en main. Je me dis que c'est pas ça. C'est pas grave, c'est même pas que vous vous êtes trompé, c'est que on a plein de vies différentes en une et que du coup là j'ai envie d'autre chose. Et qu'est-ce que c'est ça un peu qui est difficile aussi, c'est de savoir OK, on sait qu'on veut quitter son travail, maintenant faut savoir ce qu'on a envie de faire, ce dans quoi on est bon, ce qui va nous permettre de remplir le frigo aussi. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident quoi. Bien sûr. Vous savez pour moi ce qui est le plus difficile dans tout ça, je vais faire une petite métaphore rigolote. Je vous mets devant un rayon dans un supermarché avec 400 références de céréales différentes. C'est hyper difficile de faire votre choix. Alors que si je vous mets devant un rayon où il y a 3 céréales différentes, 3 paquets de céréales différents, là c'est vachement facile de faire son choix. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait c'est ce qu'on vit au quotidien. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas beaucoup de choix en fait. Déjà, tous les métiers digitaux étaient inexistants. Ce qui représente, je pense, aujourd'hui pas loin de la moitié des métiers de la planète. Donc en fait, c'est mécanique. À l'époque, il fallait aller bosser pour nourrir sa famille. C'était vraiment quelque chose de très binaire. Je vais travailler, bien sûr que je m'éclate pas au boulot, mais qui s'éclate au boulot? Mais à la fin, j'ai un salaire et en fait, je peux nourrir mon mari ou ma femme ou mes enfants, etc. Aujourd'hui, et c'est plutôt... J'ai vraiment envie de vous expliquer que je comprends à quel point c'est difficile.
Aujourd'hui, c'est difficile parce que on a trop de choix. On a beaucoup trop de choix. Et du coup, on se pose encore plus de questions sur est-ce que vraiment je fais le bon choix là tout de suite maintenant? Est-ce que vraiment ce truc-là est la meilleure solution qui puisse être et qui puisse m'arriver dans la vie pour me sentir épanoui? Ouais, mais tu te rends compte ça, il y a quand même ça qui déconne. Et du coup, je vais regarder le métier d'à côté, mais ça me plaît, ça me plaît, mais ça me plaît moins. Et du coup, on est un peu perdu, on passe pas à l'action parce qu'on craint de l'échec, on a peur de se lancer, on a peur des conséquences. Comme disait tout à l'heure Anaïs, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve. Mais le problème, ça vous le dites beaucoup, je le vois. Je vois que c'est une grande crainte effectivement. Mais je me dis que oui, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve, mais on saura jamais ce qu'on trouve si on quitte pas le travail précédent en fait. Exactement, c'est très juste. Ça dépend, c'est toute une question de vision en fait. C'est vraiment le côté voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mais c'est soit effectivement, en fait, comme disait Damien au début, c'est ok au pire de pas être, au pire. C'est ok de ne pas forcément être hyper épanoui dans son travail. Si à côté, ça peut-être, j'ai vu d'ailleurs, j'avais certaines personnes qui me l'avaient mis en MP, en amont, si ça vous permet une certaine aisance financière qui vous permet après de développer des passions et de faire autre chose et de se dire ok, le travail c'est pas une énorme éclate, mais ça me permet à côté de pouvoir remonter ma jauge de plaisir. Ou ça peut être aussi, je sais pas quelles peuvent être les autres problématiques, mais à partir du moment où vous êtes en accord avec ce que vous faites, finalement, je dirais, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand vraiment vous êtes en souffrance. Et j'ai eu beaucoup de messages comme ça de personnes qui sont conscientes de ne pas être bien dans leur travail. Là, je vous voyais passer parfois, vous aimez votre travail, mais vous n'avez pas la reconnaissance de votre hiérarchie, ou vous n'arrivez pas à vous entendre avec le service dans lequel vous êtes ou vos collègues, ou alors vous vous sentez pas forcément bien. C'est là où du coup, il faut peut-être se poser les questions et savoir s'il y a des choses à faire au sein de votre emploi. Par exemple, un manque de reconnaissance. Bon, Damien, toi, tu travailles beaucoup là-dessus, notamment en coaching en entreprise, mais savoir s'il y a des mécanismes à débloquer et des discussions avec la hiérarchie à avoir, ou si c'est vraiment, non, c'est pas ça concrètement, c'est juste mon travail qui me plaît pas et juste moi qui ai envie de me barrer et de faire autre chose, quoi. Exactement. C'est un vrai questionnement à avoir seul face à soi-même et c'est ça qui est hyper difficile. Mais il y a plusieurs étapes. Je pense que déjà, il faut être convaincu vraiment, et c'est quelque chose de très important. Si vous ne vous sentez pas épanoui aujourd'hui dans votre travail, il y a plusieurs choses à penser. La première pour moi, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me plaît vraiment? Qu'est-ce qui aujourd'hui potentiellement constitue une passion, un centre d'intérêt très fort? Et est-ce que quelque chose est optimisable? Est-ce que je peux construire quelque chose à travers ce domaine passion-là pour potentiellement gagner ma vie? Ça, c'est vraiment pour moi, c'est ça la définition du métier passion. Moi, je suis passionné d'accompagnement depuis tout petit. Je suis devenu coach sportif, ça a duré 10 ans, donc j'étais vraiment dans cette veine déjà de l'accompagnement. Et j'ai passé ensuite des diplômes pour devenir coach en évolution personnelle et professionnelle, ce qui me permet encore une fois de venir asseoir ma passion de l'accompagnement de l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous décidez demain, vous êtes comptable, je dis n'importe quoi, vous êtes comptable et vous êtes passionné de poterie, je comprends que le move, il soit hyper difficile de quitter la comptabilité et ce métier stable qu'on a et ses revenus stables et les collègues et les habitudes de travail, les habitudes de trajet et le temps de trajet qu'on connaît par cœur à un truc où on se dit mais potier, mais qui vit de la poterie en fait? Je comprends pas ce métier, enfin comment on fait alors oui, j'adore ça, moi j'adore tous les week-ends mettre les mains dans l'argile et faire des trucs, mais est-ce que je peux en tirer quelque chose? Et la réponse est oui les amis, parce qu'on en vend et on en achète de la poterie tous les jours. Il y en a plein chez H&M Home. Mais non, mais par exemple, bien sûr. Mais il y en a partout, en fait. Donc, alors peut-être que celles-ci sont pas forcément faites à la main, je sais pas trop. Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a une tendance. Il y a un marché, en fait, il y a quelque chose. Et encore une fois, ce qui est pour moi très important, c'est que vous ne décidiez à aucun moment de quitter ce métier de comptable du jour au lendemain en vous disant ouais c'est bon, ils ont raison, je vais laisser ça de côté et je vais être au chômage si toutefois j'arrive à bien en plus régler le départ pendant 1 ou 2 ans et je me mets à la poterie en parallèle. Je vous déconseille de faire ça parce que en fait non, ce que ça va générer en plus de l'instabilité financière entre guillemets ou de l'instabilité en général, c'est que ça va générer du stress. Parce que le temps va passer, les 2 ans d'échéance vont s'écouler, et si vous n'arrivez pas à créer un business entre-temps, vous allez vous retrouver vraiment bloqué à la fin. Enfin, vraiment bloqué. En réalité, on peut retrouver un taf de comptable, on peut retrouver un taf qu'on a déjà fait auparavant. Mais on sera oppressé par une sorte de deadline qui viendra se poser. Moi, ce que je préconise dans ces cas-là,
continuez absolument votre métier et essayez de réfléchir par tous les moyens possibles des capacités que vous allez avoir à commencer à vivoter de cette passion en parallèle. Est-ce que le week-end, je commence pas à créer 5 ou 6 jolies poteries, tu vois, et à les mettre sur des sites, j'en ai déjà comme parlé, Etsy, je crois, par exemple, Etsy, sur Le Bon Coin, et je commence à vendre ça, machin. Quand je commence que ça commence à fonctionner, je crée mon auto-entreprise. Et puis je commence à faire des trucs où vraiment c'est facturé, je commence à démarcher des gens, un peu sur mon temps libre. Il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui font ça. Oui. Et une fois que je vois que ça prend, je peux décider là de dire ok, cabinet d'expertise comptable, moi je vous explique, j'ai trouvé un métier passion à côté, je suis en train de faire gentiment la transition. Est-ce que vous me permettez de me mettre en temps partiel? Est-ce que vous me permettez de me mettre en télétravail pour faciliter cette transition vers ce nouveau métier passion? Si oui, magnifique. Sinon, là il y a la prise de risque à prendre. Ok, j'ai vu que ça commençait vraiment à marcher, j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin, une vraie demande derrière. Je mets un terme à mon travail de comptable et je me lance à 100% dans la poterie. Il y avait quelqu'un qui parlait aussi de la difficulté de faire le métier de rêve si on n'avait pas les études pour. Et qu'il y avait certains métiers sans les études, certains métiers rêvés, sans les études, on pouvait pas les atteindre. Bah ok, mais dans ces cas-là, est-ce que vous vous êtes renseigné sur des cours du soir ? Sur des cours à distance, il y en a quand même énormément. On a la chance aujourd'hui d'être dans un monde où il y a énormément de formations à distance qu'on peut faire, où parfois ils sont vraiment en train de moduler leur emploi du temps par rapport au vôtre, parce qu'ils sont bien conscients que parfois vous avez des familles, vous avez un métier aussi qui remplit le frigo. Donc rien n'est impossible, en fait, je pense, à partir du moment où on essaye, en fait. Souvent, on a tendance à se dire, ok, mais c'est pas possible, je vais pas quitter mon travail. C'est pas ce qu'on vous dit. Je vais pas reprendre des études. Bah, pourquoi pas? Là, il y a quelqu'un sur le fil tout à l'heure qui a dit, bah, moi, je suis en reprise d'études. J'ai arrêté mon métier et je suis en reprise d'études. Il y a des gens comme ça qui décident vraiment de passer du plan A au plan B. Et puis, bah, il y a tous les cours à distance et des formations allégées, plus longues, sur l'année, qui permettent d'avoir le plan A et le plan B qui se chevauchent jusqu'à ce que le plan B devienne vraiment concret et que le plan A, du coup, soit de l'ancienne, à l'ancienne. Mais c'est, en fait, souvent, on se met nous-mêmes des barrières avant même d'avoir essayé de se renseigner. Et ça, c'est complètement humain. Et c'est parce que c'est aussi vachement plus rassurant de se dire que c'est réservé qu'aux autres. Et puis que, bah, non, c'est trop compliqué. Mais quand on vous pose la question, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que vraiment t'es allé voir des professionnels? Est-ce que t'as demandé à des gens qui font ce métier de rêve comment ils ont fait? Est-ce que tu t'es posé les questions? Bah là, on se rend compte que non, on n'est pas allé au fond du truc, parce que mine de rien, on est dans dans notre routine, et que je pense que, je vais pas lancer dans des chiffres, mais 90% des gens restent dans leur routine. Et c'est ok, en fait. Tout est une question de vibration. Si vous êtes heureux dans votre routine, mais j'ai envie de dire, mais continuez, et c'est très bien, et vous aurez une vie heureuse. C'est à partir du moment où ça vous convient pas qu'il faut se poser des questions et ne pas se mettre des entraves avant même d'avoir essayé. Je vous assure, c'est pas réservé qu'aux autres, mais vraiment. Enfin, nous, on vient de familles vraiment lambda, avec des parents fonctionnaires. On n'a pas grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche, on s'est un peu construit de nous-mêmes, donc voilà, après c'est une question de choix, mais c'est aussi une question d'envie, de volonté, et puis de petites step by step, on y va par petites étapes. On s'est pas retrouvé catapulté comme ça là, moi sur TF1 comme ça du jour au lendemain. Ça a été plein de décisions, plein d'opportunités. Je suis consciente d'avoir eu aussi beaucoup de chance. T'en as eu aussi beaucoup. Mais mine de rien, on s'est toujours posé des questions aussi, et à savoir vraiment si on était pleinement épanoui dans notre travail, quoi. Parce que c'est vrai que la chance, on en parle souvent, mais elle se provoque en fait. C'est-à-dire que je peux rêver de devenir astronaute si je reste assis dans mon canapé devant Netflix. Il y a des chances pour que ce soit compliqué de le faire un jour. Et puis pour rebondir sur ce que disait Anaïs à l'instant, c'est vrai qu'on a grandi dans des familles plutôt modestes. Alors on n'a jamais manqué de rien, mais pour autant on n'a pas eu, tout n'était pas offert. Mais quand bien même, c'est vrai que dans les familles où certains naissent comme ça avec une certaine aisance, notamment financière, il y a d'autres questions qui se posent, et c'est pas aussi facile qu'on l'imagine, parce que il y a une pression un peu sociale, il y a aussi une pression des parents, il y a une habitude de fonctionnement, et puis quand on est habitué à un train de vie assez développé et assez élevé quand on est enfant, évidemment quand on passe au moment où c'est à notre tour de jouer et de trouver un métier qui est censé être au moins aussi chouette que celui de papa et maman, ça peut générer aussi du stress. Donc en fait, il y a aucun jugement dans la manière dont on en parle. C'est simplement une sorte d'état de fait
qui pour moi, a pour vraie ambition de se sentir bien, en fait, de se sentir épanoui. Notre vie tourne autour des émotions, les amis, je vous le dis souvent, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre. La vie, c'est les émotions. Et vous pouvez me dire n'importe quoi, la vie, c'est les émotions. Pourquoi vous avez très envie de partir au ski? C'est pas pour la neige, c'est pas pour le ski. C'est pour la sensation que vous allez ressentir en train de glisser sur la piste. C'est pour les émotions que vous allez ressentir autour des raclettes le soir. Tout tourne autour de cette recherche constante de vivre une émotion intéressante, plaisante en tout cas, ou la recherche constante de fuir des émotions ou des sentiments négatifs. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement quand je suis face à une problématique comme vous nous en parlez beaucoup? Je me retrouve confronté à un travail qui me plaît pas trop. J'ai beaucoup de contraintes, j'ai des enfants, j'ai un loyer à payer, etc., et beaucoup de charges, qui m'incombent. Et mon métier n'est pas un métier passion. Comment je fais? Parce que là, je suis bloqué. Oui, mais en réalité, c'est votre cerveau qui a peur de passer à l'action parce qu'il n'a pas du tout envie de se retrouver confronté au sentiment d'échec, à la sensation d'être passé, d'être en danger, de prendre un risque, de prendre un danger. Et en fait, c'est ça qui est le frein numéro 1 en réalité. Rien n'est plus basique que ce que je viens de vous expliquer là. Comprenez que notre vie à tous est drivée par cette recherche constante émotionnelle. Ça va vous ouvrir énormément de portes. Ça, je peux vous le garantir. Et du coup, dans cette partie de recherche de travail, ce qui est vraiment important à garder à l'esprit, c'est que il n'y a pas de bon, de mauvais travail. Il y a le travail qui me plaît et il y a le travail qui me plaît pas, en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut le rechercher. Donc, réfléchissez vraiment, prenez le temps de le faire. Et j'ai vu un petit message passer tout à l'heure. Comment je fais concrètement, dans cette situation où j'ai des enfants. Oui. Une journée au travail de 8h à 18h. Après, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Après, faut faire à manger. Bah oui. Et puis du coup, le week-end, j'ai déjà très peu de temps à faire pour moi. Comment je fais pour me rapprocher de ce métier de rêve qui nécessite des diplômes, qui nécessite de passer du temps à travailler, à réfléchir, etc. Et les amis, là, c'est à ce moment-là qu'il faut se faire violence. C'est à ce moment-là qu'on fait le calcul dans notre tête et qu'on se dit, ok, est-ce que 2 années de cours du soir, de galère, de un peu moins de vacances, de un chouïa moins de temps potentiellement le week-end pour aller faire tout ce qu'on veut parce qu'on doit mettre un peu le nez dans les études pour reprendre un petit diplôme qui va nous permettre d'atteindre ce métier de nos rêves, est-ce que ces 2 années de galère-là, elles valent pas les 15 années de merde que vous allez passer dans votre métier qui vous convient pas? Et vous pouvez très bien me dire non, en fait. Vous pouvez très bien me dire non, tout de suite, non. 15 années dans un métier qui vraiment me convient pas et qui m'apporte rien, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Mais si c'est pas le cas, commencez maintenant. Et ça, c'est de la discipline. Et ça prendra 2 mois, comme ça prendra 2 ans, comme Bien ça sûr. prendra 5 ans. Mais au final, là, j'en ai vu et j'en ai eu qui m'ont écrit et qui ont mis parfois, effectivement, 5, 6, 7 ans à se réorienter parce que c'est pas évident et parce que effectivement, il y a un quotidien qui fait que il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire en plus de ces rêves, mais qui ont pas lâché et qui aujourd'hui, même 10 ans après, se disent c'est la meilleure chose que j'ai faite pour moi. Et j'ai vu aussi passer, on n'a qu'une vie, et ça c'est un truc qu'on dit souvent comme ça, sans vraiment en prendre toute l'ampleur, mais c'est ça en fait, on n'a qu'une vie, et c'est pas un truc tarte à la crème qu'on écrit sur un tableau déco chez soi en fait. C'est vraiment, faut en être conscient, on n'a qu'une seule vie, donc après faut la vivre vraiment comme en accord avec ce qu'on veut, et surtout ne pas avoir de regrets plus tard en fait. J'ai pas envie que vous soyez les grands-parents qui diront sur leur lit noire aux petits-enfants fais pas comme moi, suis tes rêves. C'est horrible, je trouve que c'est la chose la plus triste qui puisse arriver. Donc c'est juste vivre en accord avec vos sensations, et ça c'est valable dans la vie professionnelle mais comme dans la vie personnelle. Bon, ça pourrait faire le sujet d'un autre live, mais des personnes qui restent ensemble alors qu'elles sont pas heureuses, mais parce que aussi il y a les enfants ou quoi, mais on n'a qu'une seule vie en fait, les amis. Tu vois, il y a un message qui est assez chouette ici, qui retrace assez bien ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est, alors je sais pas, Denis, c'est ça. On peut vivre aussi, ouais. On peut aussi vivre ses passions à côté sans problème. Et oui,
Mais à 3000%, le métier, notre carrière professionnelle ne constitue pas l'intégralité de notre vie. Ce que je dis simplement, c'est que, et exactement comme le message qu'il y a au-dessus, ne pas oublier que certaines personnes peuvent faire du sport pour décompresser. Ça, j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit d'ailleurs que c'était un vrai exutoire. Mais les amis, on est d'accord à 3000% là-dessus. Moi, la seule chose que je dis, c'est que faire du sport pour décompresser, c'est cool, mais c'est pas censé être le but du sport, en fait, qu'on se le dise, hein. Si vous avez quelque chose à décompresser, c'est que vous êtes compressé quelque part. Et en fait, c'est ça qui me questionne, moi. C'est qu'est-ce qui vous compresse pour que vous ayez besoin de décompresser? D'accord? Moi, ma vision du travail, c'est de faire un truc où ça peut générer du stress, évidemment, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des choses, parce qu'on se pose des questions. Mais on n'est pas censé rentrer le soir et se dire oh, la journée de merde, il faut absolument que j'aille passer 2 heures à la salle pour comme exutoire là, pour tout vider, et je vais faire ça tous les jours. Si vous en êtes à ce stade-là, les amis, le sport est un moyen intéressant pour limiter que la soupape elle explose. Mais ça veut dire qu'il y a un problème ailleurs, hein, quand même. Faut vraiment bien se le dire. Et oui, vivre sa passion en parallèle, c'est très important. Encore une fois, si vous êtes épanoui et si votre train de vie, si votre carrière professionnelle vous convient juste assez pour pouvoir assouvir votre passion à côté et avoir une vie heureuse et épanouie, mais on est à 3000% derrière vous, en fait. Enfin, clairement, il faut changer rien du tout si vous êtes dans ce cas-là. Il y a Gilles Davroc qui dit on pense souvent aux autres, à ceux qui nous entourent avant de penser à nous et d'être bien. Et c'est vrai que il y a cette pression effectivement aussi des proches. On se dit, je sais pas, on est parti sur l'exemple de la poterie. Donc restons sur cet exemple-là. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Pas nous non plus. Nous non plus. Mais effectivement, on se dit, je sais pas, aujourd'hui, je dis comme ça une bêtise, je suis comptable. Je suis comptable. J'ai dit tout à l'heure aussi ça. C'est vrai? Ouais. Bon voilà, tu vois, c'est suggéré. Je suis comptable. Comment j'explique à ma femme ou à mon mari, à ma mère, à mon père, à mes sœurs et à mes frères que je vais quitter ce métier parce que j'ai envie de faire des pots. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident à gérer ce regard des autres, le quand dira-t-on. Souvent en plus, c'est vraiment sur des changements radicaux de carrière où on se dit mais les gens vont pas comprendre. Mais en fait, on leur demande pas de comprendre à ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous quittiez votre femme ou votre mari après 25 ans de mariage. Les gens vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais on s'en fout. En fait, c'est votre vie. On s'en fout. Et le regard des autres, je pense que c'est un des freins les plus importants de la vie de tous, hein, et sur tous les plans. C'est le quand dira-t-on, quoi. On a tellement peur de la vie que vont se faire les gens par rapport à nos décisions qu'on n'en prend pas et qu'on reste bloqué dans son quotidien, dans sa routine, et parfois une routine qui nous plaît pas. Et ça, la pression des autres et de la famille, c'est quand même un truc, sur tous les plans, ça intervient tout le temps. Mais parce que la société veut ça, parce que la manière dont on a grandi veut ça, parce que notre éducation veut ça, parce que nos expériences veulent ça, parce qu'on vit entouré de gens. Et en fait, on peut pas s'empêcher, nous, d'avoir des pensées sur les autres, vous le savez très bien, sans pour autant bitcher, même si on aime bien ça quand même de temps en temps. Mais il faut accepter que tout le monde pense tout le temps sur tout le monde. Sauf que si je pense juste quelque chose sur vous sans vous le dire, j'ai aucun impact négatif sur vous, c'est dans ma tête. Mais si je vous le dis, là d'un seul coup, ça peut être quelque chose de dramatique, parce que ça peut être quelque chose de très limitant. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un appel entre guillemets au fait de laisser les gens qui vous entourent, surtout ceux auxquels plutôt vous tenez, laissez-les expérimenter. Laissez-les tenter d'aller atteindre leurs rêves. Laissez-les tenter d'aller ouvrir un magasin de poterie et de lâcher leur boulot de comptable. Même si vous avez peur. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème. C'est que quand vous mettez les amis ou la famille un peu en garde, c'est votre peur à vous que vous projetez sur nous, sur moi le potier comptable. C'est votre peur à vous que vous projetez sur moi. En aucun cas, votre mise en garde là, elle est fondée sur ma vie à moi. Peut-être que moi, dans ma tête, le chemin, il est tracé. Peut-être que j'ai réfléchi aux meilleurs moyens de créer un business avec de la poterie, etc. et de très bien m'en sortir financièrement. Et au-delà de ça, de faire un métier qui va m'apporter de l'épanouissement personnel. Mais parce que vous avez peur de bouger de votre quotidien, vous allez me reprocher à moi de faire ce mouvement. Et c'est en ça que ça peut devenir un peu pervers. On a Climb justement qui dit « Je suis d'accord avec ce que vous dites et la vie des autres, cependant, leurs arguments vont influencer nos choix. Toujours. On va se dire ils n'ont pas tort et ça va remettre en question nos décisions ou nos projets. » Et ça, c'est vrai que j'imagine bien une situation où t'es hyper regonflé, tu dis « Ok, c'est maintenant, je lance mon entreprise de poterie. »
tu dis ça à ta mère ou à ton mec ou à ta femme et elle te dit quoi? Mais c'est sûr. Et là, du coup, tout d'un coup, le soufflet, il redescend et on se dit ah ouais, non, je sais pas, j'ai vrillé, je sais pas. Mais oui. Et du coup, on se fait décourager comme ça. Mais effectivement, par rapport à ce qu'a dit Damien, c'est ce qui va vous donner en fait la force de résister et de vous dire, au fond, on le sait. En vrai, à chaque fois, à chaque situation, on le sait, cette intuition dont on parle, la petite voix dans la tête qui nous indique que c'est la bonne voie ou pas, on l'a tout le temps en fait. Et pour moi, on n'y prête pas assez attention. On se fait pas assez confiance. Et du coup, on cherche absolument à avoir l'avis des autres tout le temps, sauf que plus vous avez d'avis des autres, et plus on en revient à la métaphore du paquet de céréales, vous avez des paquets de céréales dans le magasin, et plus c'est difficile de faire un choix. Sauf qu'à un moment donné, il faut juste écouter le vôtre. Mais surtout que le plus difficile en réalité, c'est que quand on décide de passer de comptable à potier, nous-mêmes, on n'est pas vraiment sûr de notre choix. Nous-mêmes, on est déjà un peu en train de... attends, est-ce que vraiment... c'est vraiment un calcul qu'il faut faire. Donc si en plus de ça... le fait que nous on soit pas archi sûr, si nos proches, les gens auxquels on tient, les gens dont la vie nous compte pour nous descendent entre guillemets ou en tout cas nous donnent leurs avis un peu négatifs, mais je passe pas à l'action en fait. Mais tu vois, enfin, mais toi tu l'as vécu en plus, c'est-à-dire que quand tu es passé du stade de la nana qui travaille derrière la caméra, la directrice de casting, etc., et que d'un seul coup t'as eu la possibilité de passer de l'autre côté de la caméra, de devenir animatrice, mais il y a tout un tas de trucs dans ta tête. Tu te dis, et donc, parce que là, j'ai un CDI dans une boîte où je suis un peu, voilà, bien installé. Bien sûr, bien installé. Il y a tout ce que je veux. J'ai des collègues, je m'entends bien avec eux, je fais un métier qui me plaît, etc. Machin. Il me manque peut-être un petit quelque chose, mais je me sens bien. Oui, globalement, j'étais heureuse et c'est vrai que après, quand j'ai fait ce petit virage-là, un peu animatrice, on en a eu plein des discussions avec Damien où j'avais besoin qui me rassure et puis parce que étant coach en développement personnel ça aide, je vous avoue évidemment de l'avoir à la maison H24 avec moi, mais j'avais des insécurités en fait aussi et je me posais des tonnes de questions, mais en fait Damien m'a dit un truc qui m'a marqué, il m'a dit au pire ça ne fonctionne pas en télé, ton métier d'animatrice ne fonctionne pas, ça s'arrête au bout d'un an, et tu trouveras autre chose. Et en fait je pense qu'on se sous-estime énormément sur sa capacité à rebondir et à trouver autre chose. Et peut-être que dans 5 ans, je serai en train d'élever des escargots dans le Larzac. Ou des chèvres, plutôt. Mais... Et j'en sais rien. Et ça sera ok si je suis heureuse. Mais en fait, du coup, ne pas faire de move, ne pas prendre sa décision. Parce qu'on est déjà en train de penser à l'échec potentiel futur de cette prise de risque. En fait, dans ces cas-là, on fait rien. Et je me dis, si je l'avais pas fait, aujourd'hui, je serais pas sur TF1, je pourrais pas animer des émissions comme je le fais, et je pourrais pas m'éclater comme je le fais. Et donc, du coup, c'est vrai que, dans la vie, on est souvent, en fait, dans la vie, je me dis à chaque fois juste, il faut pas être motivé par la peur. Et c'est ce que tu me répètes à chaque fois. On ne peut pas prendre des décisions motivées par la peur. On ne peut pas dire, je reste dans mon métier qui ne me plaît pas, qui ne me rend pas heureux ou heureuse, parce que j'ai peur. On peut pas dire je reste avec mon mari, ma femme ou mon petit ami, ma petite amie que je n'aime plus par peur de pas retrouver quelqu'un d'autre. Ça c'est pas possible ce mécanisme-là et c'est naturellement quand même celui qui nous drive. Ouais, c'est quand même celui qui a le plus d'emprise sur nous, c'est parce qu'on a peur. Bien sûr. En fait la peur c'est quelque chose dont on parle très fréquemment. Et à vrai dire, il y a des peurs qui sont très importantes à garder à l'esprit. Faites une roue arrière sur le périphérique en moto, en tongs et en t-shirt à 180. Ouais, faut avoir peur en fait, parce que là, une chute et t'es mort en fait. Il y a quelque chose de très binaire en fait. Dans ces moments-là, faut avoir peur. Tu te fais courser par un lion dans la savane alors que t'es tout seul, faut avoir peur en fait, parce que c'est ça qui va nous sauver. Le problème, c'est que la peur, on a eu tendance à l'aménager petit à petit et à en faire notre meilleur ennemi du quotidien là, parce que exactement comme le disait Anaïs à l'instant, on se pose énormément de questions. Et ces questions, elles sont pas motivées par l'envie, par la motivation, par le projet de... À quel moment vous vous dites, imagine ça marche? Ouais, c'est vrai qu'on se dit jamais ça. Non, on se dit, imagine je foire. C'est ça qu'on se dit tout le temps. Tout le temps. Et si je foire? Et si je foire à devenir animatrice? Qu'est-ce que je fais? Et si je plais pas? Et si j'ai pas d'audience? Et si j'ai pas de retour? Et si je me sens pas bien dans ce travail? T'as plein de gens aussi qui se disent, franchement, moi je préfère envisager le pire, comme ça je peux être que heureusement surpris. Sauf que c'est horrible. Et en plus on se conditionne, du coup, mine de rien, à vivre le pire. Non mais en plus, c'est-à-dire que, exactement comme tu le dis, visualiser le pire constamment,
ne vous fera jamais vous lancer. Hein. Ben, non mais c'est évident en fait, t'es devant une rivière avec des alligators, tu te dis pas vas-y je saute quand même, on verra bien. Non, parce qu'il y a des alligators et tu sais que ça va mal finir. Donc la peur et la crainte, la vision de la peur, etc. ne vous fera jamais franchir le cap, ne vous fera jamais sauter à l'étape supérieure. Donc c'est très important. On se fait dans la tête un monde de ce à quoi ça peut ressembler un changement de vie, un changement de carrière pro. Alors qu'en réalité, je vous assure que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Comme le dit Anaïs. Voilà, bon, j'étais comptable, ça a duré 15 ans. Je sais exactement comment ça marche, hein, d'accord, machin, etc. Je veux devenir potier, je deviens potier, etc. Je me lance dans le business, mes poteries, elles se vendent pas bien, etc., etc. Finalement, j'ai pas un train de vie aussi chouette que je l'imagine. Eh ben, il se passe quoi? Votre vie, elle s'arrête là? Enfin, genre, 2 ans d'essai, top, hop, t'es mort, direct. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. C'est juste que t'arrêtes la poterie, et puis que tu te remets à la compta, ou que tu te remets à autre chose, et c'est pas grave. Et t'as pas perdu 2 ans. Contrairement à ce qu'on pense, on perd pas de temps quand on essaye. Parce que plus on essaye, plus on est sûr de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. De la manière qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. N'est-ce pas? C'est beau. Non mais je vois, il y a Léa, LSL 18 qui nous dit mieux vaut prendre un risque et échouer que de vivre en faisant quelque chose qui nous rend malheureux. Et c'est très bien résumé, c'est vraiment ça en fait. Et encore une fois, si là je voyais des gens qui disaient bah moi mon métier je l'aime pas particulièrement, mais ça me laisse suffisamment de temps pour vivre des moments de famille, ou ça m'apporte suffisamment d'argent pour pouvoir emmener ma famille en vacances. Et en fait, tout est une question d'équilibre. Et ça c'est beaucoup revenu dans les messages que j'ai pu recevoir, c'était sur la difficulté à trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et ça, c'est un vrai sujet, et notamment, j'ai eu pas mal de messages de femmes, donc là, ça va peut-être un peu plus concerner les femmes, mais notamment par rapport à la maternité, par rapport au fait d'allier carrière et maternité. En fait, effectivement, par rapport à nos grands-parents, à nos parents, nos arrière-grands-parents, on le voit bien aujourd'hui, la maternité arrive bien plus tard, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont le droit de pouvoir faire des études, ont le droit d'avoir des vraies carrières, ont envie d'avoir des vraies carrières, et du coup, ont pas forcément envie de penser tout de suite aux enfants. Et parfois, elles se retrouvent aussi un peu tard en se disant, bah mince, là, j'ai peut-être un peu trop enfoui mon besoin de maternité, parce que ma carrière avait pris le dessus, parce que j'avais pas envie de louper des choses, parce que j'avais pas envie qu'on me dise, bah désolé, pendant ton congé mat, t'as été du coup un peu mise au placard. Et en fait, c'est une vraie question qu'on peut se poser à un certain âge en tant que femme, et c'est complètement je m'identifie complètement et je comprends vraiment. Après encore une fois, on en revient aux émotions et à ce que vous avez au fond de vous. Si vous n'avez pas envie de faire d'enfant tout de suite, n'en faites pas. En fait, n'en faites pas. On peut pas faire d'enfant parce que il faut, parce que c'est l'âge, parce que par rapport, on en revient à la famille, le regard des autres, parce que tout le monde me dit bah attends, t'as 35 ans, t'as toujours pas de gosse. Mais en fait, en tant que femme, nous sommes les seuls à pouvoir décider à un moment donné de quand on souhaite avoir des enfants ou pas. Et du coup, avec Damien, on en parle énormément. Je pense que c'est énormément ça regarde que votre couple et ça regarde que vous. Ça regarde pas les autres, ça regarde pas votre employeur. Et le jour où vous avez vraiment envie d'avoir un bébé, et ben en fait, ça prend vraiment le pas sur tout. Et la carrière, on s'en fout. C'est une nouvelle vie, donc dans tous les cas, vous arriverez toujours à composer autour. Je vous assure qu'il y a 1 milliard de possibilités qui pourront être amenées à vous une fois que vous serez enceinte. En fait, tout passera de toute façon au second plan. Donc il faut pas se mettre de frein à faire un bébé si vous en avez envie, et pour autant il faut pas non plus se culpabiliser si vous n'en avez pas envie alors qu'on vous dit l'horloge biologique. En plus c'est génial parce que c'est énormément d'hommes qui vous parlent d'horloge biologique. Je trouve ça toujours très très intéressant quand même. Les hommes sont souvent plus soucieux de notre horloge biologique que nous-mêmes, mais messieurs, je vous rassure, tout va très bien dans nos vies et on choisit encore ce qu'on veut et quand on le veut. Voilà, mais c'est vrai que c'était un petit peu le Oh, la pique. point levé. Non, mais c'est infernal. Enfin, je vais pas me partir dans des... Je fais pas ça, rassure-moi. Tu fais pas ça, mon amour. On va pas partir dans des polémiques de l'enfer, mais en fait, on est maîtresse de notre corps et on choisit... moi, j'en ai plein, des messages sur les réseaux, des mecs qui me disent bah du coup, avec Damien, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, 2 ans de mariage. J'en ai eu un. Là, pour nos 2 ans de mariage, je mets une petite story. 7 ans d'amour, 2 ans de mariage, toujours pas de bébé. Mais je vous emmerde, en fait. Et en plus, c'est horrible de poser cette question-là parce qu'on sait pas si la personne est en train d'essayer, si elle galère à en avoir, si elle peut pas en avoir. Donc vraiment, pitié, ne posez plus jamais cette question. C'est hyper insultant et ça peut être très blessant en plus pour la personne.
Mais pour en revenir sur la vie professionnelle, en fait, l'équilibre, il se fait assez naturellement quand ça arrive, en fait. Quand je vous assure que quand je pense qu'on apprend qu'on va être enceinte, on trouve des solutions, en fait. Parce que la vie, c'est pas juste travailler, c'est aussi parfois avoir envie d'avoir une famille et avoir envie d'être maman, et on trouve des solutions. Et si on n'a pas envie d'être maman, c'est génial, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, on n'a qu'une vie, donc décidons-la. Il y a beaucoup de messages sur la critique, sur le regard des autres, sur des pressions familiales, etc. Et sur des problèmes de budget aussi, en tout cas sur des questionnements de budget. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objectif numéro 1 dans notre cerveau, en tout cas, il est certainement inconscient, cet objectif, c'est d'être aimé. Quoi qu'il arrive. Donc en fait, quand on a une famille qu'on aime, on a absolument envie de tout faire pour continuer à être aimé. Et du coup, quand une famille, notamment, nous met en garde ou nous dit des choses de façon bienveillante en plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vous dit non, mais te lance pas dans la poterie, en fait, tu vas te prendre un tacle, il le fait pas méchamment, il le fait parce que inconsciemment, il a envie de vous aider, en fait, il a envie de vous mettre en garde sur une crainte qui est la sienne, etc. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, ça part que à travers de l'amour, cette histoire. Mais il faut absolument comprendre que le fait d'être à l'écoute à 300% de ces messages des gens qui vous sont proches vont vous nuire forcément à un moment. Parce que, encore si ce n'était que des messages d'encouragement, tu vois, des messages d'accompagnement, des messages de prise de risque contrôlée toujours. On parlait de malaisance budgétaire. Encore une fois, on vous dit jamais de vous dire ça y est, je suis fan de Lego, demain j'arrête mon boulot de conducteur de TGV et en fait non, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qu'on met dans un coin de sa tête et dont tous les jours dans lequel tous les jours on met un petit peu d'énergie. Peut-être que ça va être sur une recherche d'un business autour du Lego, peut-être que ça va être sur une manière d'en vendre, une manière d'en collectionner pour les revendre plus cher plus tard, peut-être que ça va, j'en sais rien. Mais en fait, toutes les craintes financières, là pour le coup, puisque j'en lis beaucoup, elles ne sont liées qu'à ça. Elles ne sont liées qu'au fait de la crainte de tout de suite changer de métier et se retrouver en mode là je peux pas subvenir à mes besoins. Alors qu'en réalité il s'agit pas de ça, quoi. Et en plus c'est drôle parce que Hélène, tu vois, elle répond presque déjà à ce que tu dis dans sa phrase. Et moi mon excuse pour ne pas me lancer, c'est le côté financier. Oui. Donc en fait, tu le dis toi-même, Hélène, c'est une excuse. Donc tu sais au fond que c'est pas la vraie raison. Bien sûr. Enfin, que c'est pas en tout cas ce qui doit te freiner. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pense et je l'ai vu aussi là de mon côté sur le live, on vit dans le politiquement correct en permanence. Et du coup, le politiquement correct, financier, parce qu'il faut pouvoir subvenir à sa famille aussi. Et alors que nous, dans notre famille, par exemple, on a quelqu'un de notre entourage qui gagnait très bien sa vie. En région parisienne et qui n'était pas heureux. Et du jour au lendemain, il a décidé de regarder comment il pouvait se faire muter, comment il pouvait changer de vie, et il a choisi de diviser son salaire par 3 pour changer de vie et aller habiter dans les montagnes et avoir plus de temps pour sa famille, et c'est le plus heureux du monde. Il nous dit aujourd'hui, la partie financière que j'ai perdue, je l'ai tellement retrouvée ailleurs dans mon épanouissement familial que jamais je ne regretterai mon choix et jamais je ne reviendrai à ce que j'avais avant. Et j'ai vu quelqu'un aussi parler des évolutions dans la vie. Ce qui nous passionne aujourd'hui ne sera pas forcément la même chose qui nous passionne dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et le tout, c'est d'être à l'écoute de soi et d'accepter qu'on puisse changer d'avis et de le faire, en fait, de suivre ses envies. Ce qui est fou, en plus, c'est que vous allez être très très bon pour le conseiller aux autres. Bien sûr. On est très bon toujours pour donner des conseils. Par contre, après, quand il s'agit de nous de les appliquer, là, c'est autre chose. Mais en fait, il faudrait pouvoir être de bons conseils pour soi comme vous l'êtes pour les autres. En fait, c'est facile de donner des bons conseils et d'encourager les autres à se lancer, mais soyez aussi indulgents avec vous-même et suivez vos envies, en fait. Vous allez me dire, ouais, c'est pas si facile, mais je vous assure que c'est pas non plus si difficile, en fait. Souvent, on n'a pas essayé. Avant de dire que c'était difficile, on sait pas vraiment encore donner les moyens, les sources d'informations, parler aux personnes. On s'est pas suffisamment renseigné et on se met tout seul, ce truc on se cache derrière c'est pas si facile. Bien sûr. Ce qui me freine le plus, c'est ma famille, la peur de leur regard et le temps qui passe. Si ce qui te freine le plus, c'est le temps qui passe, la radine, elle s'appelle.
Faradine, Laradine, Non, Laradine, c'est bien ça. Pas mal. Si la crainte, si la peur qui est la plus présente chez toi, c'est le temps qui passe, bah il est temps de bouger en fait. Vraiment, il est temps de faire des choses. Il est temps d'arrêter de se dire que nous on n'a pas le droit et que en fait on va vivre comme ça et que ça sera très bien et que voilà, on va bricoler avec ce qu'on a et que si t'as peur du temps qui passe parce que ça fait flipper de voir les années qui s'égrènent aussi rapidement, mais mettez-vous en mouvement dès maintenant. Je vous assure, on va pas se retrouver à 50 ans en live encore avec Anaïs ici, tous ensemble, et on va discuter de alors, vous avez réussi à bouger, vous? Non? Ah bah c'est con, parce que c'était il y a 15 ans quand même, hein. Non mais, tu vois? Oui, bien sûr. En plus, tu le dis hyper bien en coaching. Quand Damien on parle de mise en action, c'est pas tout de suite, effectivement, salut, je mène ma démission à mon boss. Mais c'est des petites actions. Et en fait, à chaque fois, il faut vous mettre des objectifs réalisables sur du court terme. Et petit objectif, plus petit objectif, plus petit objectif, bah, mine de rien, vous allez voir que vous allez avancer et vous rapprocher de plus en plus de l'objectif ultime. Mais pour ça, il faut donner du crédit à ce que vous imaginez, les amis. Et c'est ça qui vous gêne tous, en vrai. Je le sais. C'est que vous ne donnez pas de crédit à vos ambitions. Vous ne donnez pas d'importance à vos objectifs. Parce que ça reste un rêve dans votre tête. Parce que dans votre tête, il y a une partie de vous qui se dit « Non mais gros, t'es comptable là. Essaye pas de faire de la poterie un jour, t'es comptable. » En fait, on ne donne pas suffisamment de puissance et d'énergie à se renseigner sur ce qui peut potentiellement nous faire vraiment kiffer tout le reste de notre vie, juste parce qu'on a peur de cette étape-là intermédiaire là, qui ne répond à aucune... qui ne répond à rien en fait. Il y a forcément, et sachez-le, et ça faut que ce soit très clair, il y a forcément des moments pas rigolos. Une transition, il y a forcément un moment qui sera pas rigolo. C'est mécanique. On passe d'un stade où on connaît tout à un stade où on découvre tout. Mais la frontière, elle est jamais linéaire. Mais pour elle, pour moi, ça n'a jamais été... ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, on surkiffe notre vie, mais il y a eu des moments challenging. Il y a eu des moments où il a fallu peser le pour et le contre. Il y a eu des moments où on s'est retrouvé confronté à des dilemmes. Il y a eu des moments où on s'est conciliabule longtemps sur le canapé à réfléchir à est-ce que je fais ça plutôt que ça. Il y a des phases de doute. Bien sûr. Des phases où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Mais en fait, faut pas lâcher. Mais après, l'objectif revient. La motivation revient parce que l'objectif est réel. Parce qu'en effet, les petites étapes ont été construites au fur et à mesure. Et on voit qu'on avance dans le processus, qu'on se rapproche de cet objectif. Et même s'il est toujours loin, il nous drive, il est toujours dans un coin de notre tête. Et du coup, dès qu'il y a un moment de down comme ça, dès qu'on se sent un peu moins bien, boum, on se rebooste. Alors, on a la chance tous les deux d'être très 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 proches, très liés. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on échange beaucoup et on se permet de remonter dans cette énergie. Se rebooster l'un l'autre, quoi. Si c'est pas le cas dans votre couple, c'est pas grave du tout. Faut aller chercher ailleurs. Bien sûr, trouvez quelqu'un qui soit en capacité de vous écouter, de vous épauler, pas de vous mettre en garde constamment. Une copine, un copain qui va boum vous rebooster, un parent, un cousin. Ça peut être aussi un reportage, un documentaire, un truc un livre. Oui, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui mettaient des lectures là. Il y a des lectures hyper intéressantes aussi à avoir si vous n'avez pas forcément, parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, de personnes dans votre entourage qui soient bienveillantes et qui soient là pour vous rebooster dans les moments de doute. Et ben dans ces cas-là, allez le chercher ailleurs, la source. Meilleure chose à faire. Je viens d'y penser là. C'était le contenu d'un de mes coachings la semaine dernière. Meilleure chose à faire si vous avez un objectif, ou en tout cas si vous avez une passion et que vous ne savez pas du tout comment en vivre, ou potentiellement comment rendre ça concret. Appelez et prenez rendez-vous avec un professionnel qui fait le métier que vous avez envie de faire. Faites-le les amis, je vous jure, faites-le. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez l'appeler? Lui ou elle, il ou elle est archi contente d'avoir votre coup de téléphone. Pourquoi? Parce qu'on aime trop parler de nous, vous le savez très bien. Donc je vais vous parler de ma passion et je vais le faire avec passion parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon métier. Donc je vais vous donner plein de tips. On va échanger, on va aller boire un café, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais, c'est quoi le business plan, c'est quoi le machin, comment je me suis organisé, comment j'arrive à créer ça et à gérer ça avec ma vie de famille. Et comment il en est arrivé là aussi, parce que il aura peut-être pas fait ce métier toute sa vie. Et je vois Hélène qui dit, je pense aussi qu'on nous a appris, en tout cas pour ma part, qu'on choisissait un seul métier pour toute sa carrière. Sauf qu'aujourd'hui, c'était le cas effectivement il y a très longtemps. En vrai, c'est
si longtemps que ça. Toujours, ouais. Et ça l'est pour certaines personnes, mais c'est pas systématique en fait. Et on a la chance aujourd'hui, on a de plus en plus de possibilités et tout est un peu possible. Donc en fait, en allant vous renseigner auprès de ce professionnel-là pour avoir votre petit coup de boost, vous allez peut-être vous rendre compte qu'avant il faisait carrément autre chose. Bien sûr. Et si lui il y est arrivé, pourquoi pas vous en fait? Faites-le, ça coûtera rien, ça ne coûtera rien et c'est, enfin, au-delà du coût budgétaire ou autre soit, ça ne vous coûtera aucun moment du temps. Parce que le temps que vous allez passer avec lui ou avec elle va vous éclairer sur la faisabilité de ce truc, sur l'intérêt que vous avez à faire ce truc, etc. Et pour revenir sur ce que disait Anaïs à l'instant, l'éducation et la scolarité aujourd'hui est assez biaisée. Vous le savez tous très bien. Parce qu'on choisit une voie et que on passe tellement de temps à travailler dans cette voie. Je pense à nos médecins qui passent 10 piges après le bac. Enfin, je sais même pas d'ailleurs exactement. Bref, on va dire entre 5 et 15 ans, ok, derrière, après le bac. Et quand ils ont fait tout ça et qu'ils sont diplômés à 35 balais, dans leur tête, il y a un seul objectif en fait, c'est de faire de la médecine le reste de leur vie. Mais c'est mécanique en fait. J'ai passé 35 ans à étudier. C'est pas pour devenir, non mais, depuis notre plus tendre enfance, d'accord? C'est pas pour devenir potier dans 3 ans. Eh ben si, en fait, les amis. Si c'est vraiment votre kiff. Pourquoi pas? Mais oui. Et si on s'aperçoit que la médecine, c'est finalement pas du tout notre truc et qu'on n'arrive pas à s'y retrouver, que ça correspond pas au rythme de vie qu'on voulait, etc. Il y a pas de limite. Il doit pas y en avoir, en fait. Il ne doit pas y en avoir. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les commentaires, il y a énormément de personnes qui ont changé de voie et qui ont l'air très heureuses et qui vous prouvent aussi que c'est possible, quoi. Bien sûr. Posez-vous des questions, les amis. Il nous reste quelques minutes. Il reste 3 minutes. Moi, j'aimerais bien vous donner quelques exercices, quelques petits trucs à noter si ça vous dit. Prenez une feuille de papier et écrivez dessus votre métier d'aujourd'hui. En dessous, il faut essayez d'écrire une colonne sur tout ce qui vous plaît à l'intérieur de ce métier, une deuxième colonne sur tout ce qui ne vous convient pas dans ce métier, et une troisième colonne sur tout ce qui pourrait faire que ce métier soit de nouveau quelque chose qui vous excite, de nouveau quelque chose qui vous plaît énormément, etc. Qu'est-ce qui pourrait changer dans votre métier et qui pourrait faire en sorte que finalement ce métier c'est vraiment cool. Sans en changer, je me sens vraiment bien dans ce métier. Est-ce que c'est gagner un peu plus? Est-ce que c'est m'entendre mieux avec mes collègues? Est-ce que c'est faire d'autres tâches? Est-ce que c'est aller voir mon boss et lui dire que j'ai pas la reconnaissance que j'attends et j'ai besoin d'en avoir plus? Par exemple, est-ce que c'est faire moins de temps de trajet? Est-ce que c'est toutes ces choses-là? D'accord? Donc première colonne, qu'est-ce que ça m'apporte? Deuxième colonne, qu'est-ce que ça ne m'apporte pas? Troisième colonne, comment ça pourrait être vraiment bien? En dessous de ça, vous écrivez essayez de réfléchir à un truc qui vous passionne ou à un truc ou à un métier qui vous donne vraiment envie comme ça. Vous avez vu quelqu'un un jour sur un reportage et vous vous êtes dit « Oh ouais, ça c'est un truc de fou ce taf-là. Moi je veux absolument faire ça. » Écrivez-le quelque part. Et commencez à chercher 2-3 petites choses très légères sur comment il a fait, qu'est-ce que c'est que ce métier, comment on en vit concrètement et où est-ce qu'on se renseigne pour avoir des infos, juste des infos pour l'instant. Le fait de faire ça, ça va mettre à plat votre vision du travail, votre vie actuelle et d'une vie potentielle rêvée ultérieure. Et en fait, ça va vous permettre vraiment de concrétiser les choses et de faire en sorte enfin de pouvoir passer à l'action. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà, on va essayer de mettre le live en replay pour ceux qui me demandaient. Je sais pas, tu sais mieux faire que moi. On va essayer de faire le mettre en replay. Voilà, et puis je le mettrai sur ma chaîne YouTube aussi. On mettra un petit lien si vous voulez sur les 2 comptes. Si vous avez envie de retrouver ce petit post. Vous pouvez aller voir sur les réseaux de Damien et moi en replay. Je crois que ça se met en IGTV. Ouais. Ce sera en IGTV, ce sera en story, en replay pendant 24 heures. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos interventions. On n'a sûrement pas pu voir tous les messages, mais on a passé un super moment et l'idée c'était que ce soit interactif et j'espère que en toute humilité, on aura pu peut-être mettre certaines pistes de réflexion qui vous auront aidé, faire passer en tout cas un bon moment. Je trouve ça aussi très bien de pouvoir juste réfléchir un peu entre nous sur des sujets. Donc voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fera aussi plaisir d'avoir vos retours. Et puis pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait pas refaire ça sur un autre thème? Je sais pas si vraiment ça vous a plu. Si vous avez des suggestions de thèmes, carrément, ça peut être l'idée, le petit rendez-vous du dimanche. Alors peut-être pas tous les dimanches, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas le faire de temps en temps, ce sera avec plaisir, ouais. Yes. Merci à tous en tout cas. On vous embrasse les amis. C'est chouette. Bon dimanche. Alors. Terminé maintenant. Terminé maintenant.